bonjour à tous, donc, je suis Sarah Melouette. Je travaille à la Fondation IDEA ASBL, qui est un laboratoire d'idées fondé à l'initiative de la Chambre de commerce. Et j'ai une question pour vous ce soir. De quoi peut-on être criblé? De balles et de dettes. Donc c'est une entrée en matière peu joyeuse pour un sujet qui ne l'est sans doute pas beaucoup plus, encore que j'espère que nos invités vont nous montrer que le surendettement, c'est sérieux, mais ce n'est pas fatal. D'ailleurs, ça peut paraître assez curieux d'aborder une telle problématique dans l'un des pays les plus riches au monde, qu'est le Luxembourg. Et pourtant, au Luxembourg, les ménages sont particulièrement endettés. Donc j'ai 2 chiffres pour vous. Plus de la moitié des ménages ont des dettes, et parmi ces dettes, 80% du montant concerne des crédits hypothécaires. Et je veux aussi vous dire que sur ces crédits hypothécaires, les 3/4 du stock existant sont à taux variable. Donc, effectivement, si demain on assiste à une soudaine remontée de ces taux d'intérêt, cela serait sans doute assez problématique. Je ferme cette parenthèse et je vous donne un autre chiffre qui est celui du montant de la dette moyenne d'un ménage au Luxembourg, donc tout type de dette confondue, hypothécaire y compris, mais aussi crédit à la consommation. Elle s'élève à près de 100 000 € et elle est en croissance sur les dernières années. Pour vous donner une petite idée, cela représente 1 année et demie de revenus d'un ménage moyen. Mais être endetté, ça ne veut pas dire être surendetté. Parce que le surendettement, c'est une notion qui est relative. Elle est relative aux revenus, elle est relative au patrimoine, elle est relative à nos besoins et à nos désirs également. Justement, parlons-en de nos désirs. On est dans une société d'apparat, dans laquelle on a envie de tout. Et d'ailleurs, on a encore plus envie de tout que ces désirs sont exacerbés par des réseaux sociaux comme Instagram. Je ne sais pas si vous avez Instagram, mais moi j'ai Instagram. Et j'assiste à la mise en scène du bonheur de tous mes contacts, quasi quotidiennement, dans leurs voyages au long cours, dans leurs dîners dans des restaurants fancy, ou la mise en scène de leurs habits très chics. Bref, l'illusion est totale, exacerbée par les réseaux sociaux, mais les ressources, elles, sont limitées. Et gare à l'échec, parce qu'on est aussi dans une société de la performance. Et l'échec dans cette société est relativement difficile à assumer. On parle d'insolvabilité, on parle de banqueroute, de déconfiture ou de faillite. Oui, on parle bien de faillite personnelle. Quand un individu se retrouve incapable de rembourser ses dettes et sans aucun espoir de sortir du marasme. J'ai failli, cela signifie j'ai raté, j'ai échoué, je me suis vautré. Et au-delà de cette situation individuelle, la problématique du surendettement devient l'affaire de tous. Elle devient d'abord l'affaire des créanciers, elle devient aussi l'affaire de l'employeur, elle devient également l'affaire des associations et des pouvoirs publics, comme tous nos invités nous le montreront ce soir. La responsabilité de la maîtrise du surendettement devient donc partagée. Et avant de laisser la parole à tous nos invités, je vais conclure sur une petite question ouverte. Est-ce qu'on peut se passer de vivre à crédit aujourd'hui? Une dernière information, la crise économique et financière a eu 10 ans. Elle a ravagé nos économies et elle est partie du crédit. Et pour relancer la croissance, aujourd'hui, on a créé un environnement de taux d'intérêt faible, favorable au crédit. Je vous laisse avec ceci et j'invite Maxime Péquip à nous rejoindre de la Fondation Crésus. Maxime, c'est à toi. Merci Sarah. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui, je suis de la Fondation Crésus. Je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce problème qui touche effectivement tous les pays de l'Europe et de l'Union européenne. On parle de faillite, on parle d'échec, et moi je préfère parler de droit à une seconde chance. On se retrouve dans une situation où effectivement les taux sont bas et on compte sur les ménages pour relancer la croissance grâce au crédit. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui risquent d'être sacrifiées à l'autel de cette croissance? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui, pour relancer l'économie, consomment de manière parfois déraisonnée ou sans contrôle suffisant de la part des émetteurs de ces crédits,
Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste simplement à regarder les dégâts, comme on le voit en France avec 8 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année? Est-ce qu'on laisse les personnes traverser les 3D, dépression, divorce, dossier de surendettement? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait du problème? L'Union européenne, et dans le cadre des directives européennes, c'est un sujet qui revient régulièrement. On a eu l'occasion, nous, Crésus, de travailler sur les NPL, Non-Performing Loan, sur Solvency ces derniers mois, et le sujet revient constamment. Qu'est-ce qu'on fait avec les consommateurs qui se retrouvent victimes de cette relance et sacrifiés à l'autel de cette relance? Alors nous, en France, et dans certains pays de l'Union européenne, on se rend compte que ce n'est plus seulement le problème de l'État, ce n'est plus seulement le problème des associations, ça devient un problème global de toute l'économie. Et là où on travaille, et ce à quoi on travaille, c'est pour créer une communauté d'acteurs privés, d'acteurs publics, d'acteurs associatifs, pour lutter ensemble et travailler de manière coordonnée à accompagner les personnes en situation de surendettement. On a un grand risque, enfin, c'est que on a de plus en plus d'opérateurs transfrontaliers et le Luxembourg en est la plus grosse expression de ce risque parce qu'on se retrouve avec des citoyens de seconde zone et avec des droits différents. Est-ce qu'on peut accepter qu'un travailleur français au sein de l'Union européenne ait plus ou moins de droits qu'un travailleur luxembourgeois? Est-ce qu'on peut accepter que lorsqu'il y a un créancier étranger, comme par exemple N26, que vous connaissez tous, ouvre un compte à une personne luxembourgeoise et puisse se servir tout simplement parce qu'il ne va pas avoir à respecter la réglementation luxembourgeoise ou française? On a l'open banking avec des SP2 qui est en train d'arriver, où on fait face à une problématique de souveraineté européenne des données bancaires. Demain, Facebook vous permet déjà d'acheter des billets de train, par exemple. Est-ce que vous savez que vous transmettez 6 mois d'historique bancaire à Facebook au moment où vous faites la transaction? Non. Est-ce qu'on peut accepter que des GAFA, demain, détiennent les informations des consommateurs français et laisser faire? Je ne pense pas, ce n'est pas forcément la situation. Et nous, on travaille une alternative pour que ce soit un acteur neutre, associatif, qui joue ce rôle. Merci Maxime pour cette entrée en matière. Je vous propose à présent de revenir au Grand-Duché du Luxembourg. Il n'est pas grand, soyons honnêtes, mais il est riche. En tout cas, j'en veux pour preuve certains chiffres, comme le PIB par habitant, les créations d'emplois annuelles, les revenus moyens, etc. Mais pourtant, certains chiffres masquent des réalités moins enchanteresses. Et je pense que nos prochaines invités vont nous l'exposer. Monique Rodesch, je vous invite à nous rejoindre. Anne-Catherine Guillot, je vous invite également. Monique, vous travaillez à la Ligue médico-sociale. Anne-Catherine, vous êtes chercheuse spécialisée sur de la pauvreté au l'Isère. Mais avant de vous donner la parole, on va d'abord regarder un petit reportage réalisé par RTL sur le surendettement au Luxembourg. Séier suen eng entwer an 10 Minuten, alles ke Problem, mat dee versprieche lakle vill Agenzen Lëtzebauier Klion fir an allem Belsch Grenzgebiet, méi och 12 vun de Reklamatioune wéinste se préen ass héich. On souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus d'informations qui soient données à la personne quand elle souscrit le contrat, parce qu'on pense que souvent ça se fait de manière trop rapide. Fir vill Klion fängt no so enger ënnerschrift eng désagréable Aventur un. Ils nous font croire qu'on est vraiment en dette, et moi je savais que j'étais pas. Et c'est horrible, au téléphone, c'est vraiment, j'avais des crises. Awer zueleine mi einfach gëtt war dort Gefor fir sech ziwer verschëlde klëmmt. Opfällig ass fir Eiselo, wann man bis lo kucke vu Januar bis lo mat März am Verglach vun d'Lächtoer huet der man sech verdurbelt. Wat gëtt gemach, fir dats et net so weit kënnt, wie frei solltest geschéien, a wo musssinn bei séiere Krediter dat Kleinkedrikten ganz genau liese. Dass Madame Zoraida Fernandez Delgado hireieren neien Auto sovi Nerve géif kachten het sie net gedurcht. Fir dëssen ze kafen huet sie nämliche Kredit opgeholl bei enger Belscher Agenz, die de Garagist rekommandéiert huet. An obwohl d'Klient regelméisseg de richtesche Montant bezuelt huet, kommen op emol onbegrünnt Rappellen. An dabei gower noch massiv Druck gemacht. Toujours de la pression, des gens désagréables. Il y a une fois, même la dernière fois que je pense que j'étais au téléphone avec eux, on m'a même menacé de venir chercher la voiture parce qu'ils disaient que j'ai payé pas, qu'il y avait 2 mois qui étaient en retard.
En plus, là, c'était vraiment déjà le pire parce qu'ils ont demandé une saisie salaire chez mon patron. Là, c'était vraiment le cas qui j'étais... Je ne savais plus quoi faire, où aller. Dabei sie viel Reklame fir so Präe gezielt op eng Lützebäuer Klientel gemënzt. Versprach gi séier an onkompliceéiert Lesungen fir Dreem zu realiseieren. Reklammen, die auch beim Service de Surendettement vun Interaktion mat grosser Such observéiert ginn. Mir soen ëmmer zu de Leiit guckt, wann der e Präwelt machen fir en Hai zu Lützburg zu ma. mat der Bank, wo der scho jorelang en Relationun si vu eng Vertrauen ass den der Hut well. Et kënnt vuuel fir das Leiit, dats e Bankier seet mé ginnech de prä net, awer net wellen eng schlecht gewëll, dats méi eben firieren ze schützen. Well 12 vun de Leiit, bei denen Schuld ëmmerem wies das gross. Engerseits durch den sozialen Druck hier am Land, an durch nicht genug Abklärung, die schon an der Schule mist gemacht gin. A Schulden sind zu Lützeburg noch immer ein Tabuthema, an dat obwohl am Prinzip kein für enger Überverschuldung geschützt ist. Weil auch viel an der Mentalität von der Leute als über Schuld selber Schuld. An dem Wort ist schon das Wort Schuld dran. Das heißt, die Leute fühlen sich selber schuldig. Ne? Ob schon es wirklich majoritär ganz klar aber hauptsächlich Leute sind, die Accident de la vie zu einer gewissen Zeit von ihrem Leben durchgemacht haben. Eben so wird Krankheit, Arbeitsverlust, Trennung. Dabei kann schon frei geholfen gehen, wann nicht nimmer durch Informationen ist, mit dax geht leider gewährt, bis es zu spät ist. Wenn ihn immer mehr auf seine Kreditkarten zurückgreift oder wenn ihn merkt, Ende vom Monat 0 von 0 geht auf oder wenn ihn Rechnungen muss auf paar Monate zurückbezahlen oder wenn ihn auf seine Pay einen Account friert. Also das ist schon so Unzeichen, wo man sich die echt Gedanken machen. Allgemein heisst dem nur so frei wie möglich zu handeln, an ohne Tabu mit den Organisationen, die Hilfe können schwätzen, weil wenn die Verschuldung frei genug erkennt, gibt es gute Chancen, selber den Weg aus dieser Spirale herauszufahren. Alors Monique, vous travaillez à la Ligue médico-sociale, qui est une association reconnue d'utilité publique qui promeut la prévention et l'action sociale. Vous avez aussi un service de surendettement en interne et j'espère que vous aurez une réaction à cette vidéo et surtout que vous allez pouvoir nous présenter la réalité du surendettement au Luxembourg telle que vous la vivez au sein de la Ligue. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc Ligue médico-sociale, c'est l'abrégé de notre nom officiel, c'est la Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociale. Nous avons été fondés en 1908 sous le nom de Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose. Et bien sûr, au fil du temps, les services de la Ligue se sont adaptés aux besoins et à la demande dans la population pour aider dans la population pour avoir un équilibre social. Et l'objet, depuis 1908, de la Ligue, c'est la promotion de la médecine préventive et sociale et l'action sociale sous toutes ses formes. Donc, au niveau de la Ligue, on a 3 services qui luttent contre le surendettement au Luxembourg. En fait, on évite le surendettement. D'une part, c'est le service d'accompagnement social qui accompagne les personnes qui ont des problèmes sociaux. Et bien sûr, la fraction financière des problèmes sociaux, elle est devenue de plus en plus importante, ce qui explique la création, au début des années 90, d'un service spécialisé financier qui est aujourd'hui, enfin en 93, il était nommé Service national de lutte contre le surendettement. Il fallait des personnes dédiées, spécialisées dans les finances pour lutter contre ce phénomène. Après, on a un 3e service qui intervient, c'est le service pour les personnes mineures et majeures protégées qui exécutent des gestions financières, aussi bien volontaires, mais aussi ceux sous mandat judiciaire, comme par exemple le surendettement qui passe par la loi sur le surendettement. Alors, le service surendettement, il s'adresse
toute personne physique privée qui réside au Luxembourg et bien sûr à tous les professionnels dans le domaine pour aider les gens. Ils peuvent s'adresser au service pour avoir des informations, des conseils. Voilà. Et il faut préciser, le service, il est gratuit et confidentiel. Ce que souvent les personnes ne connaissent pas, ne savent pas. Ils ont peur de sortir de leur anonymat et d'ouvrir la réalité dont ils souffrent depuis un certain temps avant de se présenter chez quelqu'un pour avoir de l'aide. Voilà. Donc nous sommes présents, les assistants sociaux sont présents dans les centres médico-sociaux à travers le pays. Il y en a 13, pratiquement dans chaque canton au Luxembourg, vous avez un centre médico-social où les personnes de la région ont cette aide qui est offerte par les assistants sociaux. Le service d'information et de conseil en matière de surendettement, donc il y en a 2 au Luxembourg. Il y a celui organisé par Interaction que vous avez vu sur le film et celui de la Ligue médico-sociale. On m'a demandé de vous donner la définition sur le surendettement. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être c'est très clair, mais il faut clairement dire endettement n'est pas encore le surendettement. On parle de surendettement quand on n'est plus capable à payer avec les revenus qu'on a à payer ou à assumer les factures, les dettes, les frais, et ça non passager, mais on continue un certain temps, long terme, où on a ce problème. À ce moment-là, on parle de surendettement. D'accord ? Donc tous les services de la Ligue luttent contre le surendettement pour éviter le surendettement. Les chiffres de 2018 que vous avez demandé, donc je parle de la somme du total des 2 services. Donc il y a eu en 2018 2753 demandes d'information. Après, il y a eu 271 clients qui ont demandé conseil avec un premier rendez-vous. Puis, on a eu 63 dossiers établis pour aller ou pour entrer dans la procédure sur la loi, sur le surendettement. Le nombre de débiteurs qui ont profité de la loi était de 74 personnes. Le total des dossiers suivis par le service de la Ligue, les autres chiffres, je ne les ai pas. Au total, il y avait 409 dossiers qui ont été traités en 2018, donc des anciens dossiers et 154 nouveaux dossiers. Ça, c'est des chiffres plutôt négatifs. Mais il y a aussi un volet positif. En 2018, on a eu 23 dossiers que nous avons sortis de la procédure du surendettement, ce qui est l'effet positif aussi qu'on voit après 7 ans, 10 ans de travail avec ces gens, 10 ans de remboursement. Voilà. Donc c'est une période très longue pour les personnes qui sont concernées. Le profil de la clientèle que nous avons rencontré à la Ligue en 2018, alors 74% n'étaient pas mariés. 58% sont âgés entre 31 et 50 ans. 50% n'ont pas d'enfants à charge. 49% sont salariés. 43% sont de nationalité luxembourgeoise. 78% sont locataires. 42% ont contracté au moins un crédit à l'étranger. Voilà, ça c'est les chiffres que nous voyons au service d'information et de conseil en matière de surendettement. Mais je vous parle de 60 000 ordres de paiement introduits pour avoir une saisie. Et finalement, saisie-exécution, il y en a 10 000 qui en résultent par an. On a des sessions qui sont faites exclusivement par les banques. Nous n'avons pas les chiffres. Les sessions sur salaire qui se font parce que les crédits ne sont pas payés. Après, nous connaissons les huissiers de justice qui font aussi les recouvrements, qui cherchent à faire payer les factures pour les créanciers. On n'a pas de chiffres.
Voilà, on m'a demandé également de passer 1 minute de mon temps au crédit transfrontalier. C'est un phénomène qu'on trouve, ou une problématique qu'on trouve surtout avec les crédits belges. On constate depuis 1993, lors de la création du service, on a 54% de tous les dossiers, ils ont au moins un crédit en Belgique. Après, le type de crédit, ce sont des crédits en magasin. Vous voyez les cartes Auchan, cartes Aurore, les prêts personnels et des prêts pour rembourser des dettes. Le taux d'intérêt, les intérêts de dénonciation, les frais de dénonciation, les intérêts de retard, ils sont élevés. Une population fragilisée est à chaque fois la proie d'intermédiaires financiers. Ce ne sont pas des banquiers, ce sont des courtiers qui scrupuleusement profitent de la faiblesse de ces personnes en Belgique. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. C'est la loi belge qui les oblige à mettre cette phrase sous chaque annonce. Ça n'aide pas à grand-chose. Les taux affichés, que vous voyez sur l'arrière des bus, dans le Luxembourg, dans les journaux, sur Internet, les taux affichés ne sont pas ceux que les gens vont signer dans leur contrat. J'ai fait juste un exemple, 15 000 € empruntés sur 5 ans, 60 mois. Le taux au Luxembourg, 2,98%. En Belgique, 9,99%. Sur toute la durée, si les remboursements sont normaux, 2 781 € sont payés en plus sur le prêt belge que celui au Luxembourg. D'accord ? Voilà. Pour conclure, ben voilà, le surendettement reste un problème gros dans notre petit Luxembourg et il faut lutter ensemble pour éviter le surendettement. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va donner la parole à Anne-Catherine Guillot. Donc vous êtes chercheuse au LISER, spécialiste de la pauvreté. Avec vous, on va prendre un peu de hauteur sur certains indicateurs que vous allez pouvoir nous présenter. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment, en matière d'exclusion et de pauvreté, quels ont été vos principaux constats et qui est concerné. Alors voilà, on m'a demandé un peu de faire le portrait du Luxembourg au sujet de la pauvreté. Alors pauvreté n'est pas nécessairement équivalent à surendettement. Les publics les plus fragilisés pour l'un et pour l'autre, on verra, ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors pour ce qui concerne la pauvreté, eh bien d'abord il faut la mesurer. Alors on sait qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui existent, avant tout des conventions statistiques. Il faut se mettre d'accord sur un seuil de pauvreté, sur une manière de mesurer la pauvreté. Alors, l'indicateur européen le plus fréquent, dont on entend tout le temps parler, quand on dit au Luxembourg, il y a 19% de pauvreté, eh bien, c'est un indicateur monétaire, donc on regarde le revenu du ménage. D'abord, il y a une petite hypothèse qui a quand même son importance, c'est qu'on considère que tout le monde dans le ménage a accès à la même proportion de revenus, donc les hommes, les femmes, les enfants. Bon, c'est une hypothèse forte. Et puis ensuite, comment calcule-t-on ce seuil de pauvreté ? Eh bien, finalement, on regarde le revenu du luxembourgeois du milieu, tout comme on regarde le revenu du roumain du milieu. Donc, dans chaque pays, on fait cet exercice. C'est le revenu médian dans notre jargon. Et on prend 60%. Alors, 60%, pourquoi pas 59, 61, c'est une convention, de nouveau, et ça permet de comparer les pays européens entre eux. Alors, on voit ce que ça veut dire, le seuil de pauvreté pour différents types de ménages. J'ai fait des petits dessins sur le slide sur l'écran. Donc, c'est 3 123 € par mois pour un couple avec 2 enfants. C'est plus ou moins 1 500 € par mois pour un isolé et 2 700 € par mois pour une famille monoparentale avec 2 enfants. Ce seuil est assez élevé au Luxembourg. Quand on se demande s'il n'est pas trop élevé, parce que simplement le luxembourgeois du milieu a un revenu très élevé, on peut comparer ce seuil avec un exercice qui a été fait par le Statec, qui s'appelle le revenu de référence, et qui a un peu fait l'exercice de voir combien il fallait par mois pour vivre décemment au Luxembourg. Combien de litres de lait, dans le détail, hein, combien d'œufs, combien de shampoings, etc. Et en fait, finalement, on arrive à des montants assez comparables.
Alors, quand on applique ce seuil de pauvreté, donc on regarde le nombre de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté au Luxembourg, ben, on est assez surpris, parce que comme vous le disiez, le Luxembourg, pays riche, etc., donc c'est sur le slide suivant, eh bien, on voit que le Luxembourg est assez mal placé dans la Ligue européenne, hein, donc juste à côté de la Croatie, du Portugal. Alors on garde bien l'idée que ce n'est pas le même seuil en Croatie et au Luxembourg. C'est ça l'idée, c'est que c'est un indicateur d'inégalité des citoyens par rapport au revenu médian. Donc là où on vit, on se compare aux gens avec qui on vit. Mais donc, comme je le disais d'entrée de jeu, ben on est en 18-19%. C'est une enquête, donc ce n'est pas très très précis, mais c'est un ordre de grandeur. Alors, c'est élevé. Quand on quitte tout à fait cette logique monétaire et qu'on se dit on ne regarde plus le revenu des personnes, mais qu'on regarde ce qu'elles peuvent faire avec ce revenu. Donc, par exemple, est-ce qu'elles peuvent joindre les deux bouts ? Eh bien, on voit de nouveau qu'il y a plus ou moins 20% des personnes au Luxembourg, non, je me trompe, 13% des personnes au Luxembourg qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, qui ont des difficultés, voire des très grandes difficultés à joindre les deux bouts. Quand on pose des questions beaucoup plus concrètes aux personnes, est-ce qu'on leur dit, est-ce que vous pouvez demain débloquer 1500 € sur votre revenu, sur votre épargne, parce qu'il y a un problème de voiture, un problème d'hôpital, un problème imprévu? Eh bien là, on a 20% des répondants qui disent non. Donc là, de nouveau, ça traduit un problème de liquidité. Malgré le salaire élevé, on a des situations de pauvreté au Luxembourg qui se traduisent très concrètement dans le quotidien. Et alors, quand on regarde les arriérés de paiement, donc vraiment les personnes qui ne parviennent pas à payer le loyer, rembourser la maison, mais aussi très concrètement payer des dépenses de survie quotidienne, l'électricité, le gaz, l'eau, l'hôpital, là, de nouveau, eh bien, on a d'assez fortes inégalités. Le taux est assez bas, donc on voit 3% de la population, on se dit oh c'est vraiment bien, comparativement aux voisins européens c'est pas mal. Mais quand on compare avec les personnes avec enfants, on monte à 6% et les familles monoparentales à 12%. Alors ça m'amène au constat que mes recherches un peu montrent quels sont les facteurs de risque de pauvreté au Luxembourg. On a en effet des gens qui sont totalement protégés contre ces problèmes de survie au quotidien. Et puis, on a, et là c'est assez surprenant aussi, on a des personnes qui font face à des risques élevés et qui sont-elles par rapport aux autres pays européens? En Belgique, par exemple, on voit que ce sont surtout des ménages sans emploi. Au Luxembourg, pas nécessairement. Évidemment, l'emploi protège contre la pauvreté, c'est évident. Mais on a aussi beaucoup de salariés qui sont pauvres au Luxembourg, un taux de travailleurs pauvres très élevé. Et on a aussi l'impact du coût du logement, donc le coût du logement qui pèse sur le budget au quotidien et un nombre très très important de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts à cause du coût du logement. Et alors j'ai parlé des familles monoparentales, c'est la dernière particularité luxembourgeoise, de manière assez surprenante, de nouveau, dans un pays où on sait très bien que ces familles sont très fragilisées. En fait, la politique, notamment la politique fiscale, les affaiblit, alors que c'est une situation déjà qui demande pas mal de résilience. Et les familles monoparentales, dans tous les indicateurs, sont terriblement mal placées par rapport aux autres pays européens. Y compris celui des arriérés de paiement. Oui, les arriérés de paiement, mais les problèmes de coût de logement et la déprivation et la pauvreté. Donc, 1 sur 2 est sous le seuil de pauvreté. Et ce ne sont pas des gens qui ne travaillent pas. Donc, quand on regarde leurs caractéristiques, ce sont des familles qui sont au travail, mais qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Et alors, qui dit famille monoparentale dit enfant.